Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui je reçois Marianne, ou la thérapeute aux pieds nus sur les réseaux sociaux. Elle va nous parler de ces notions d'ésotérisme, de spiritualité, de yoga aussi en lien, de druides et druidesses. Cet échange est vraiment passionnant. Marianne a vraiment un parcours éclectique et elle jongle avec beaucoup d'activités. Elle vous en parle vraiment beaucoup mieux que moi, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Parce que il ne se passe pas une journée sans que je ritualise avec ce que le druidisme m'a appris. Et je me sens riche de ces rituels quotidiens. Et les rares journées où je n'ai pas pu le faire pour des questions de santé, j'avais la sensation véritable de déracinement, comme s'il me manquait quelque chose d'identitaire. Bonjour Marianne, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Alors on n'a pas encore totalement défini à l'heure où on enregistre le type d'épisode que ce sera, mais ce sera probablement un moon yoga, même si tu n'es pas prof de yoga, mais tu es en lien avec cette déesse incarnée, avec cet ésotérisme, cette spiritualité, je vais y arriver. Je vais te faire une petite présentation et puis après tu me compléteras parce que il y a tellement de choses que tu fais que, à mon avis, je me suis pas assez plongée dedans. Donc, tu es psychopraxicienne, sophrologue analytique, aussi connue sous le nom de la thérapeute aux pieds nus sur les réseaux sociaux. Tu es auteure, tu es créatrice de méditation, de programmes, organisatrice de retraite. Tu ouvres des cercles également. Tu as des modules sur l'intuition, mais pas que. Et d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu réducteur. Tu pourras nous en parler plus en détail. Tu rédiges pour des magazines liés à tous ces sujets. Tu accompagnes des belles âmes sur leur chemin de spiritualité, mais aussi de mieux-être, et tu auras sûrement un autre wording à nous donner. Tu es cofondatrice d'une application, de ce que j'ai vu, et je crois que j'oublie encore des casquettes, mais je pense que cet épisode sera riche, très très riche. En tout cas, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté mon invitation et je te laisse te faire découvrir par nos auditeurs. Eh bien, un grand merci à toi, Alexandre, de m'avoir accueillie dans cet espace. Tu as déjà dit pas mal de choses. Oui. Donc, juste pour essayer de rentrer un peu plus dans ce que ça représente, toutes ces étiquettes, parce que ça fait beaucoup d'étiquettes. Le cœur de mon métier, c'est effectivement cet aspect psychopratique qui est très orienté sur la psychologie analytique, donc qui me permet de créer du lien heu, d'un symptôme ou d'une problématique particulière à une raison. Le but étant de ne pas soigner un symptôme, mais de véritablement aller travailler la source du problème. La sophrologie analytique vient en complément, donc on travaille sur, des exercices, de souffle, de posture. On travaille aussi sur de la projection avec, ce qu'on appelle des EMC, des états modifiés de conscience, qui ressemblent
un petit peu à ce qu'on peut vivre en méditation ou à ce qu'on retrouve aussi dans l'hypnose, mais sur des ondes un peu différentes. Hem, Par rapport à tout ce qui est ouverture sur, les initiations, les modules, les cercles, tout ça finalement, a le même but, à savoir, pouvoir permettre, aux personnes qui investissent du temps et de l'énergie dans ces démarches-là de redevenir autonomes dans leur gestion du quotidien, dans, leur identité propre, savoir, répondre à une question qu'on entend tous les jours qui est: «Qui es-tu?» et se définir autrement que par, son statut social, son métier, son lien potentiel à quelqu'un d'autre, mais en étant effectivement qui on a décidé d'être. Voilà. Eh ben, on commence très, très bien. Moi, je voulais revenir un petit peu sur, cette genèse, tout ce qui a fait que tu es toi aujourd'hui justement, et donc ton parcours, toute cette richesse, et en premier lieu, sur les réseaux sociaux, tu as appelé, comme on disait, la thérapeute aux pieds nus. Est-ce que tu peux nous donner l'origine de ce nom, que j'aime beaucoup d'ailleurs? Alors, l'origine, n'est pas bien compliquée et beaucoup plus ancienne, que je n'aurais pu le croire au moment où j'ai décidé effectivement de valider ce nom. Heu, D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours passé ma vie pieds nus, avec une maman qui me courait derrière avec des chaussons à la main en me disant: «Mais tu vas attraper froid ma fille!» et je n'ai jamais été aussi heureuse que, les pieds dans la terre ou dans la neige, paradoxalement. Mais en tout cas au contact, de la terre-mère, avec tout ce que ça représente de soins au corps, de soins au corps au pluriel, en termes énergétiques, en termes, même de santé physique, physiologique et je ne me voyais pas autrement que, me révélant, comme on le dit chez les druides, habillée de ciel, donc nue, jusqu'au travers du nom, que j'aurais choisi en tant que thérapeute. Super. C'est étrange parce que inconsciemment, j'avais l'impression de déjà connaître la réponse, mais c'est super pour nos auditeurs de savoir, à quoi ça fait référence et donc j'imagine qu'il y a aussi cette, notion d'ancrage, très fort du coup, à l'intérieur de ce nom. Enfin, en fait, qui symbolise, finalement beaucoup, beaucoup de choses, mais comme tu l'as dit, ce lien vraiment à la terre-mère, à ses origines, finalement. Tout à fait. L'ancrage, à mes yeux, à moi, mais ce n'est que ma vision personnelle, est la première des bases à acquérir quand on commence un véritable travail sur soi. C'est-à-dire que si à la base, déjà les racines ne sont pas suffisamment ancrées, il est très difficile de garder la stabilité nécessaire quand on attaque, les gros mouvements de tempête qu'on peut rencontrer sur notre chemin personnel et sur notre travail thérapeutique, dans le fond. Eh ben, je partage cette notion avec toi et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me permet aussi de faire le lien avec la pratique du yoga. On travaille beaucoup, ben, le chakra racine et je pense que c'est un des fondements et c'est pas pour rien que d'ailleurs c'est le premier chakra. Mais en tout cas, revenons à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de te lancer à ton compte, avant de devenir, psychopraticienne, sophrologue? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Donc, on a compris que tu te baladais pieds nus, mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu effectivement un déclic parce que mon parcours est, profondément atypique. C'est un mot que j'ai entendu tout le long de mon existence, je crois. J'ai commencé, par des études très classiques, en littérature, que j'ai enchaînées par, du tourisme parce que j'avais un amour profond, de l'histoire, déjà et j'aurais voulu faire une carrière de guide touristique que je n'ai pu tenir malheureusement que quelques saisons. Et il faut quand même bien gagner sa croûte à un moment donné, Mmh. donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire avec, ce diplôme de tourisme, qui était merveilleux à mes yeux à cet instant-là, mais qui ne me menait pas forcément, sur un chemin professionnel qui m'appelait durablement. Et donc je suis partie sur un métier de contact, initialement, sur de l'agent d'accueil et puis, beh, petit à petit, j'ai monté les échelons dans différentes entreprises pour faire une carrière d'assistante de direction avec tout ce que ça représente, de
d'angoisse, de pression, de charge mentale, et puis de gestion de l'humain et c'est pas rien et c'est justement ce métier, que j'aime encore aujourd'hui d'un amour infini, que j'ai eu ce déclic, parce que ma santé m'a rappelé à l'ordre et que quand on finit en burn-out, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut engendrer derrière, on finit par devoir revoir ses priorités. Et mes priorités ont toujours été celles de l'enrichissement de l'autre, déjà au travers du métier de guide touristique, de l'accompagnement de l'autre pour qu'il se souvienne, on parlait des racines, c'est exactement ça, qu'il se souvienne d'où il vient pour mieux comprendre où aller et comment y aller de la meilleure des façons possibles parce que il sera quelque part question de la nécessité à se respecter soi-même et à respecter son rythme aussi. Et donc par extension, j'ai repris mes études sur le tard avec un métier en parallèle, donc mon métier d'assistante de direction avec un petit qui venait d'arriver. Donc je faisais ça les soirs, les week-ends, les vacances, Mmh. voilà. Je faisais des semaines improbables, mais j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que je ne voyais pas spécialement la charge que ça représentait. Et donc j'ai fait mes 2 niveaux de sophrologie, je suis devenue sophrologue et la sophrologie n'étant pas tout à fait, une fin en soi à mes yeux, il fallait que je complète ça avec, quelque chose de plus dense, qui m'alimentait encore plus et donc j'ai repris mes études en psychologie générale, puis pour passer mon certificat de psychopraticienne et avoir le titre officiel. Voilà. OK, et ça, c'était à peu près en quelle année? C'était en 2017. OK, donc tu as été diplômée en 2017 et après comment tu as mis en place, tout ce que tu as mis en place, jusque-là? Donc, j'entends, les accompagnements, les retraites, les cercles, puis ton livre aussi, enfin tous ces projets. Alors, on va très vite se rendre compte que, il y a une légère hyperactivité dans ma manière d'envisager les choses, et que c'est là que se joue l'ancrage chez moi. Mmh. Parce que, je pourrais, avoir des journées de 48 heures que je saurais encore comment les remplir. Je crois qu'on est un peu tous dans Globalement ce cas-là. c'est le problème quand on est passionné par son métier, Oui. je crois. Non, globalement, j'avais vraiment très envie de pouvoir travailler sur, différents médiums, donc forcément garder les séances individuelles parce qu'elles me sont importantes, parce que ça crée quand même un espace, privilégié, à mon sens, de sécurité, de confiance, d'écoute à l'autre et à ce qu'il nous dépose et il y avait aussi cette notion de on ne peut pas forcément évoluer soi-même seul, sans pouvoir bénéficier des expériences des autres et on en revient encore une fois à l'histoire avec un grand H qui se tisse avec, d'autres cultures, d'autres expériences, d'autres vécus, d'autres parcours. D'où le fait de la création, des cercles de femmes initialement, mais qui sont ouverts sur des cercles de parole plus larges. Et puis, très récemment, sur un plan moins thérapeutique et un peu plus spirituel, l'ouverture de mon propre site groupe druidique où j'accueille des personnes qui font partie de l'Obod, donc de mon collège druidique à moi, mais également des personnes qui s'intéressent, au druidisme, sans forcément, faire partie d'un quelconque collège ou groupe, et qui veulent en apprendre davantage par le biais des échanges avec d'autres, pratiquants. Voilà. OK, et quand tu parles de site, c'est un site, internet ou c'est un site, physique, avec enfin un lieu et cetera, des rencontres physiques ou visio du coup? Comment ça se passe? Alors, je fais partie de ces rares personnes qui ont proposé un site groupe en ligne, Mmh. qui se fait par visio, mais qui à terme, bien entendu, mènera quand même à des rencontres physiques parce que la matière, ne doit pas être ignorée non plus. Mmh mh. Et donc le but va être, 1 fois par mois de rassembler les personnes autour, de lectures initiatiques, autour, de méditation, autour des rituels de la roue de l'année, bien entendu et de pouvoir partager ensemble ce que nous traversons, selon les énergies des saisons, selon les énergies des lunes et
en suivant toujours cette logique, très celte que je porte en moi et que je ne veux surtout pas mettre de côté. Bah, ça m'amène à ma prochaine question qu'on a évoquée d'ailleurs, juste avant l'enregistrement. C'est, justement sur ton site, tu marques que tu es, très attaché à tes racines celtes et nordiques, ce qui me parle énormément puisque j'adore ces sujets. Est-ce que tu peux nous partager justement cette vision, ta manière de faire, de voir les choses? Bon, tu en as déjà un petit peu partagé avec, tout ce que tu viens de dire précédemment, mais justement, rentrer un petit peu dans le détail de ce que tu entends par racines celtes et nordiques. Alors mes racines celtes me viennent de mon papa, pour le coup, Mmh. puisque ma famille paternelle, d'aussi loin qu'on soit remonté dans l'arbre généalogique, est italienne, du nord de l'Italie, de la Lombardie et donc très ancrée sur, la population celte, de la dernière tranche, on va appeler ça, de l'installation celte en Europe, à savoir, la tranche de l'Athènes. Alors pas Athènes, grecque, hein, l'Athènes, OK. qui est, l'installation des Celtes plus du côté, Suisse, est de la France, sud de la France et nord de l'Italie, puis qui après s'est prolongée sur, l'Espagne, le Portugal, puis après la remontée qu'on connaît, voilà dans les en Petite-Bretagne et en Grande-Bretagne. Donc j'ai vraiment cet ancrage profond de mon papa de ce côté-là et puis avec ma maman plutôt le côté, nordique avec, des origines, germaniques et probablement très orientées aussi sur, Norvège, et Suède et donc voilà, tout ce mélange fait qu'aujourd'hui dans mon quotidien, je ne me vois pas, mettre ces origines de côté. Je les vis, je les incarne, au travers de tout un tas de choses en vérité, hein, déjà des célébrations qu'on fait à la maison, avec mon mari, avec mon petit, qui vient d'avoir 7 ans, voilà, que je laisse libre ou non de participer à ces rituels et auxquels, voilà, je choisis ou pas de l'intégrer aussi parce qu'il y a des choses quand même à 7 ans, qui peuvent être un peu perturbants à certains moments. Hem, Ça peut aussi être, très orienté sur, les lectures que je vais avoir, sur l'alimentation psychique, que je vais mettre en place, avec, tous les livres que je vais recouper, avec, les reviews que je peux faire aussi et que j'aime beaucoup partager parce que ça enrichit aussi, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ou, au travers de ce que je propose en termes d'accompagnement thérapeutique. Du fait que ce soit pluridisciplinaire, ça vient alimenter autre chose. Ça se retrouve dans mes énergies, forcément, parce que, il ne se passe pas une journée sans que je ritualise, avec ce que le druidisme m'a appris et je me sens riche de ces rituels quotidiens, et les rares journées où je n'ai pas pu le faire pour des questions de santé, j'avais la sensation véritable de déracinement, comme s'il me manquait quelque chose, d'identitaire. OK, je vois. J'ai une question qui me vient justement. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples de rituels que tu pourrais faire en famille, avec ton mari, avec, ton fils? Juste pour qu'on ait un aperçu de ce qui est possible de faire justement comme rituel en famille. Parce que, enfin, moi personnellement, je pratique mes rituels, seule, mais j'aimerais bien, pouvoir, justement les partager autour de moi. Alors des fois, il y a le chat et le chien qui viennent, entrecouper, mais ils partagent avec nous, ils ressentent ces énergies-là, les animaux, c'est vraiment dingue, et ça, je m'en suis aperçue, par exemple, juste, en chantant un chant de mantra. Mon chat et mon chien étaient juste à côté et ils ont ces vibrations, ils les ressentent, vraiment beaucoup plus décuplées que les humains. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment un enfant peut recevoir, ces rituels et comment tu partages ça avec ton mari? Alors, à la maison, c'est pareil, hein, il y a un chien loup tchèque, il y a, 2 chats, il y a un cochon d'Inde, donc voilà, les animaux les animaux sont des membres de la famille à part entière, qui participent aussi quelque part au rituel. Et comment j'amène ça particulièrement à mon fils parce que j'ai, la chance, ça peut paraître surprenant que j'appelle ça une chance, mais la chance d'avoir un mari agnostique, donc qui est très ouvert aux possibilités, mais qui ne se fixe sur rien et qui m'apporte, par moments justement ce côté rationnel
qu'on peut parfois un peu mettre de côté quand on est pleinement plongé dans nos rituels. Et mon fils, eh ben, je l'amène progressivement à des questionnements sur le cycle des lunes, sur des exercices. Alors, on parlait de yoga, mais des exercices tout simples de yoga avec certaines postures. Je pense à la posture de la montagne, à la posture de l'arbre. Je pense aux exercices de respiration, beaucoup. Ça, c'est peut-être la partie sophrologie de mon vécu qui a amené ça. Je Et puis souris en même après, temps parce que du coup, tu parles de la posture, Tadasana, la posture de l'arbre, qui sont encore des postures d'ancrage et donc la et oui, nécessité de s'ancrer dès le plus jeune âge et d'être présent à soi. Je te laisse tout à continuer. fait. Et ce sont des postures qui, en plus de l'ancrage, amènent un vrai travail émotionnel, je trouve, dans cette capacité à reconnaître ce qui nous traverse à un instant T. D'où le fait que je m'intéresse beaucoup à ces postures-là, particulièrement chez les petits et donc par extension chez mon fils. Mais il y a aussi, donc voilà, autour des rituels de la roue de l'année, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup partager avec lui, qui est celui de Samhain, donc le 31 octobre au soir, qui est important à mes yeux parce que c'est le rituel qui nous ramène à nos lignées et donc aux échanges avec nos anciens. Et donc il sait maintenant avec certitude que ce soir-là, quand il me voit mettre une assiette de plus à table, quand il me voit préparer un repas en particulier, quand il me voit allumer les bougies et m'incliner devant, hem, quand je vais faire mon rituel dans mon cercle de pierre dans mon jardin et que j'allume mon chaudron, il sait aussi toute l'importance que ça revêt et il m'accompagne à préparer tout ça et il prend un plaisir infini à me dire: «Bon, bah, voilà, on met la table, je rajoute une assiette et des couverts. Qui penses-tu qui va nous rejoindre cette année?» Et tous les ans, on fait des paris sur, et bah, peut-être ce sera, ton arrière-grand-père, peut-être ce sera quelqu'un qu'on connaît pas du tout et qui va venir nous délivrer un message. Tout ça fait partie d'un quotidien, très bien huilé maintenant, parce que c'est notre réalité, notre vérité à nous et qu'il me semble important qu'il puisse la connaître, même si plus tard il me dit: «Bah, maman, c'est pas du tout, ma vision des choses aujourd'hui avec mon expérience, c'est pas du tout une voie qui m'attire ou que j'ai envie de parcourir, mais je suis heureux d'avoir cette richesse-là». Mmh. C'est hyper, enfin parlant dans le sens où justement pour lui enfin ça devient concret finalement. Ça explique, enfin les fondements, ses racines. Tu parlais de tes racines, nordiques, celtes, juste avant et ça lui donne une réelle explication en fait enfin parce que souvent on pense que le concret enfin que les rituels c'est juste, spirituel, que ça se vit, si on est juste perché, enfin voilà, on parle de rituels et puis les gens ils nous regardent en mode mais vous êtes des sorcières ou voilà. D'ailleurs j'aimerais que tu nous donnes ta définition aussi de sorcière après. Mais je trouve que c'est hyper intéressant et important en fait de l'amener à du concret pour montrer, enfin parce que les enfants ont besoin en fait de concret pour se créer leur imaginaire aussi. Enfin voilà, tout a un lien finalement. On pourrait en parler pendant des heures. Bah, du coup, je recoupe avec cette question-là. Est-ce que, tu as un avis sur la question ou est-ce qu'on t'a déjà, hem, heu, apparenté à cette notion de sorcière et qu'est-ce que c'est pour toi et qu'est-ce que ça représente? Alors, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où on m'a appelée sorcière, je crois. Mais c'est très drôle parce que je l'ai toujours pris comme un compliment. J'ai, longtemps accepté, qu'on puisse m'appeler sorcière en tant que telle, sans me faire tiquer plus que ça parce qu'à mes yeux, à moi, la sorcière, c'est véritablement cette femme libre, qui est capable, de se mettre au service de la communauté, qui est capable, à défaut, de convaincre parce que ce n'est pas son but, au moins de donner à réfléchir et c'est ce que je m'évertue à faire au quotidien. Qui n'est pas là pour plaire nécessairement, qui est là pour exister, pour être et pour transmettre. Donc en ça, j'accepte ce nom de sorcière. Maintenant, il est vrai que je différencie l'image de la sorcière de l'image de la druidesse.
parce que j'ai mis quand même 20 ans à atteindre ce grade, même si c'est pas le bon terme, de druidesse. Qu'il est important aussi de rappeler que druidesse, sorcière, femme médecine sont des mots qui ont finalement la même origine et la même base, qui est celle de ces femmes qui ont la culture, l'énergie, euh, la sensibilité nécessaire pour oser toujours être dans une recherche, un approfondissement, euh, et qui ont accepté que de toute façon leur vie va se résumer à être d'éternelles étudiantes, et pas pour elles, mais pour le bien du plus grand nombre et 90% du temps, surtout pour le bien des générations à venir. Ah, c'est hyper puissant ce que tu dis parce que, pour nos auditeurs qui nous écoutent, si vous avez écouté l'épisode de Maëva Morin et on parlait d'elle justement avant, elle dit exactement ces mots. Est-ce que tu peux redire ta dernière phrase, s'il te plaît, si tu t'en souviens? Que notre rôle n'est pas nécessairement de prendre soin de nous, mais majoritairement des générations à venir. C'est ça, des générations à venir et Maëva le dit aussi donc c'est très, enfin il y a et voilà, il y a que des synchronicités, c'est génial. OK, bon, bah, merci en tout cas d'avoir, redonné cette définition et je suis ravie que ce mot sorcière, soit aussi pas pris, au négatif, de ton côté et j'ai l'impression qu'il, s'incarne de plus en plus dans notre quotidien et il est de plus en plus accepté. On en parlait, juste avant. Est-ce que tu as, aussi envie de t'exprimer dessus, du fait que finalement notre société, elle s'ouvre un petit peu plus, enfin de plus en plus à ces notions-là? Alors moi, j'y vois deux choses concrètes. La première, et je prends un exemple qui n'est pas si lointain que ça. On parlait de mon fils tout à l'heure. Quand mon fils est arrivé à l'école un matin en me serrant très très fort dans ses bras pour me dire au revoir et devant la maîtresse disant: «Maman, tu es la meilleure des sorcières», j'avais très très peur que la maîtresse se décompose. Mmh. Et finalement, j'ai trouvé face à moi une femme avec un immense sourire et pleine d'une compréhension, comme si quelque chose s'était débloqué quelque part, de femme à femme, mais aussi de mère à mère. Comme s'il y avait cette idée qu'aujourd'hui, la sorcière n'est plus, dans cet imaginaire, cette femme, au nez crochu, nécessairement sur son balai, en train de se balader dans les airs. Non, non, c'est un personnage beaucoup plus complexe que ça. Et je trouve merveilleux que notre société aujourd'hui puisse axer davantage sur, les multiples définitions qu'on peut mettre derrière un mot, un seul. Hem, j'ai malgré tout, hem, parfois une pointe de regret qui peut apparaître, et qui malheureusement est majoritairement due aux réseaux sociaux, dans ce que l'image de la sorcière est en train de devenir Mmh. et qui me dérange sur un plan éthique, parce qu'il y a très souvent malheureusement des appropriations culturelles qui sont liées à ça et que moi c'est quelque chose qui me pose une vraie difficulté, mais parce que c'est lié à mes valeurs propres pour le coup. J'ai du mal à envisager qu'on puisse se dire sorcière, par 3 lectures, dans l'année, autour, de vrais témoignages très profonds, très puissants, heu et de s'inventer des origines ou des racines ou voilà, des choses. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que, être sorcière, ça ne veut pas dire qu'on a 15 générations de sorcières derrière nous. Être spirituel ne veut pas dire, être dans le spirituel au quotidien. On est aussi des êtres Mmh. de matière, de chair et de sang et on a tous nos torts, nos travers et on n'a pas besoin de se proclamer sorcière pour incarner la sorcière. Il faut réussir à temporiser certaines choses et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la société, heu, entraîne, heu, aussi bien le très, très bon autour de la sorcière que des dérives qui peuvent être dangereuses, pardon.
Ouais, ouais, je comprends exactement ce que tu ressens et je pense que en fait, c'est valable pas seulement pour ce terme de sorcière, mais pour tout ce qui représente, la spiritualité et enfin voilà le yoga aussi. Enfin, on voit beaucoup de choses parce que, ben, les réseaux sociaux sont de l'image et alors que ces notions-là ne sont pas forcément liées à l'image avant tout et c'est difficile de sortir et bah, d'ailleurs, hier, reprise des cours, de yoga, de l'année et c'est difficile d'expliquer aux élèves qu'en fait, il faut qu'ils se concentrent avant tout sur leur respiration, sur eux, à l'intérieur d'eux et pas sur l'image qu'ils vont renvoyer d'eux et que c'est pas une compétition de faire une posture, qu'on s'en fiche qu'elle soit belle ou moche, que cette notion de belle ou moche, elle est d'ailleurs erronée de fait de ces réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a plein de question et je pense que cette question, elle se pose pas uniquement sur le yoga, uniquement sur le mot sorcière, elle se pose vraiment sur toutes ces pratiques qui nous relient à notre ancrage et mine de rien, s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ancrés aujourd'hui, c'est peut-être aussi à cause de, de ça, quoi. Mais Tout bon, à fait. les gens ont plus conscience en tout cas des choses et c'est déjà génial. Il faut qu'on y Euh, voit quand même un oui, positivisme derrière ça, hein, une c'est idée ça. d'ouverture. Mm, mm. Donc on va rester sur cette idée d'ouverture. Exactement. Donc on a vu tes racines, on a vu ton parcours. Maintenant j'aimerais passer un petit peu, cette organisation au quotidien. Comment tu jongles entre toutes tes activités qui finalement ont toutes un lien fort, ensemble comme tu l'as dit et comme on a pu, le remarquer? Alors oui, organisation, c'est le bon terme. Parce que c'est vraiment loin d'être évident. Parce que le fait même d'être, entrepreneuse, nécessite, des casquettes, j'ai arrêté de les compter, voilà. Des casquettes multiples. Il faut faire la communication, il faut faire la comptabilité, il faut faire, bah, le cœur de notre métier, donc les consultations. Il faut faire, l'organisation des retraites, l'organisation des cercles, garder du temps pour écrire parce que tu l'as très justement dit, j'ai déjà sorti un premier livre et j'en ai un second qui est à arriver, en fin d'année. Je suis déjà en train d'écrire les troisième, quatrième et cinquième. J'ai dit que j'étais, j'étais un peu chargée en énergie, voilà. Donc tout ça effectivement, il faut le canaliser. Ça demande, une organisation, pour moi en tout cas à très long terme. C'est-à-dire que je ne peux pas me cantonner à: «Tiens, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine?» Ça, je ne peux le faire que concernant mes consultations, parce que, beh, effectivement, d'une semaine à l'autre, il peut y avoir des annulations de dernière minute, il peut y avoir, des semaines pleines sur lesquelles il va falloir que je décale des choses qui ne seront pas prioritaires et dans tout ça, il faut quand même que je garde du temps pour ma famille, pour mon petit et puis surtout et avant tout pour moi. Voilà, parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si soi-même on se néglige de notre côté. Hem, Au niveau de la communication, mon organisation, elle est plutôt à mes yeux en tout cas, simple, même si à chaque fois que j'en parle, on me dit: «Simple, es-tu vraiment sûre?» C'est-à-dire que je prévois ma communication globalement au moins avec 6 mois d'avance. OK. C'est en ça que je dis que voilà, pour moi c'est très simple, pour les autres ça ne l'est pas forcément. Parce que ma communication sur les réseaux est devenue, heu, très indirectement et sans le vouloir, une espèce d'oracle. C'est-à-dire que, bah, forcément quand j'écris pour 6 mois, je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit et de ce que j'ai déjà programmé et du coup je redécouvre en même temps que les personnes qui me suivent sur les réseaux, de quoi j'avais envie de parler à cet instant-là et bien souvent, ça tape dans le juste. Ça vient répondre à ce que je traverse à l'instant T et à ce que les autres qui me suivent me traversent aussi, donc je trouve ça merveilleux. Pour ce qui concerne les séances à proprement parler, j'ai essayé plusieurs plateformes pour, économiser du temps. J'ai commencé par, Rezalib, puis je suis passée sur Doctolib, puis je suis passée sur Calendly. Heu, on va pas se mentir, Calendly marche très, très bien. La seule chose qu'on pourrait potentiellement lui reprocher, pardon, ce serait, qu'il n'y a pas, de système de réseautage comme on peut le trouver effectivement sur Rezalib ou sur Doctolib. Si les personnes ne connaissent pas, le lien direct, elles ne vont pas pouvoir nous trouver comme ça. Hem,
Après sur tout ce qui est gestion, du quotidien, dirons-nous, hem, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer quand même sur un foyer très soudé, avec, une énergie familiale, plutôt équilibrée, qui, dans les moments où, je commence à fatiguer, peut-être un peu trop, se permet aussi bien mon fils que mon mari d'ailleurs, hein, de me dire, «Là, tu es en train d'atteindre une certaine limite, il va falloir penser à lever un peu le pied». Et c'est assez récent que j'arrive à m'autoriser à lever le pied, parce que la vie m'a imposé de lever le pied. Ma santé me l'a rappelé, voilà. Mais, après comment on s'organise, je crois que c'est très personnel, que c'est, aussi lié, au flux des saisons. C'est-à-dire que là, je sais que l'été, j'ai moins de rendez-vous, donc j'ai plus de temps. C'est là que je favorise au maximum ma communication. L'hiver, je serai plutôt en retrait parce que dans cette énergie de d'isolement, profond et de retour, D'hibernation. exactement, de retour à ma grotte pour le coup. Et du coup, dans ces énergies-là, je serai plus, posée et plus orientée effectivement sur des choses, soit liées aux initiations en petits groupes, soit, vraiment à fond sur, les séances en individuel. Parce que ce sont des énergies plus Plus, secrètes. plus yin. Exactement, voilà. Ça me parle beaucoup. D'ailleurs, on commence d'ailleurs, dès septembre à contrebalancer un petit peu ce tumulte de la rentrée donc à l'heure où on enregistre, on est début septembre, pile la rentrée et ton épisode sortira, en novembre donc on l'a dit, comme par hasard, au début de la roue. Mais effectivement, oui, on essaye de contrebalancer ce tumulte de rentrée avec, la préparation vers la saison un petit peu plus froide, où on a besoin de chaleur, d'intérieur, de se retrouver dans son cocon, chez soi, dans cette safe place qu'on aime bien dire. Donc je comprends totalement. Effectivement, une organisation qui doit être multicasquette, donc on doit être quand même multipotentiel, mais avec une vision long terme pour ne pas se sentir submergé au dernier moment de tout ce qui peut subvenir et justement pouvoir accueillir ce qui peut subvenir sans qu'on l'ait prévu. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à prendre en compte, je pense, quand on est entrepreneur, parce qu'on ne l'a pas forcément exactement de la même manière, en tout cas quand on a un job à temps plein, qu'on est salarié, etc., parce qu'on a des horaires ou parce qu'on a un cadre, etc. Mais quand on est entrepreneur, c'est vraiment au fil de l'eau. Et l'exemple concret, c'est ça, c'est la reprise après les vacances d'été. On prend nos vacances, on revient et on se dit, bon, bah, j'ai à peu près calé ma semaine. Finalement, ça va, ça a l'air pas trop chargé. Le premier jour, boum, 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 il y a tout qui arrive et la to-do list s'est multipliée par 3. Et donc, c'est être prêt à accueillir et surtout lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, c'est cette notion de apprendre aussi à prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, parce que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. OK, bah, super. Donc du coup, on a ton organisation et tes petits conseils et justement, je voulais, revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que tu aurais, pour nous, quelques conseils à donner à nos auditeurs qui aimeraient un petit peu plus se pencher sur ces notions de, druide, de sorcière, de, cycle lunaire, de rituel et cetera? Est-ce que tu aurais des conseils pour, des gens qui sont un petit peu novices et qui aimeraient se mettre un petit peu à se plonger un petit peu plus là-dedans? Alors la première chose, que je pourrais évoquer concernant le druidisme, parce que forcément c'est de ça qu'on va parler parce que c'est ma voix à moi, c'est de s'octroyer du temps. Il n'est absolument pas question de perspective à court terme dans le druidisme. Parce qu'on en parlait tout à l'heure de cette notion de génération future. Ce que le druide plante aujourd'hui, il n'en verra pas les bénéfices immédiats. On n'est pas sur une saison, on n'est pas sur une, rotation de l'année, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lent que ça, à l'image, des arbres avec lesquels on travaille typiquement. Hem, il m'est arrivé, il y a quelques années en arrière, justement de me confronter à une étudiante barde,
qui était assez impatiente, assez, bouillonnante dans ses études et qui partait un peu dans tous les sens et je me suis permis de le lui rappeler en lui disant: «C'est très bien d'avoir autant d'énergie à dépenser dans tes recherches et dans ton approfondissement malgré tout. Heu, rechercher, apprendre ne veut pas dire s'imprégner et on ne peut pas dire qu'on a appris si on n'a pas soi-même éprouvé la chose. Comment on pourrait retransmettre quelque chose que nous n'avons pas pris le temps véritablement de vivre? Ça me semble très complexe comme notion. Donc il y a déjà cette notion de temps dans le druidisme. Il y a aussi la notion de responsabilisation, c'est-à-dire que la première de toutes les magies, c'est celle du mot, celle de l'intention. Le mot a un sens et il est important d'avoir cette conscience accrue que par un mot, on peut encourager ou on peut détruire. L'étudiant druide, le cheminant druide, se doit d'être vigilant aux mots qu'il utilise, qu'il emploie et au contexte auquel ils vont être liés. La troisième chose, ça va être de ne pas se cantonner, et tu l'as très justement dit tout à l'heure d'ailleurs, à cet aspect spirituel qu'on pourrait imaginer pour les ritualisations ou les célébrations, mais véritablement les amener dans la matière, les incarner. On n'est pas juste étudiant parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va lire 3 livres dans l'année sur le druidisme, d'autant plus que on parlait des torts des réseaux sociaux, on peut aussi parler des torts de certains éditeurs qui sortent des choses dont on pourrait cordialement mettre des petits holà. Voilà, où il faudrait faire quand même cette démarche de recroiser les informations. Ça me semble important. Comme toute démarche qui se veut plus ou moins scientifique aussi, parce que derrière le spirituel, il y a quand même une notion de science, malgré tout. Mais ça, c'est le côté un peu plus alchimique, probablement. Et donc tout ça pour dire que voilà, il y a quand même euh, les responsabilités qu'on prend, le temps qu'on va prendre, l'énergie qu'on va mettre à transformer quelque chose qu'on aura appris d'une manière théorique qui globalement va se passer dans ce que nous appelons le bois sacré ou le néméton, donc cette safe place que tu décrivais tout à l'heure, mais qu'on va mettre en place dans notre quotidien et dans notre vie par la création d'un hôtel potentiellement, par des objets qu'on va disposer dans notre chez nous pour véritablement se sentir en sécurité, par l'utilisation, alors je parle de mon cas à moi, mais l'utilisation de plantes, par exemple, moi qui suis beaucoup orientée sur la spagyrie et l'herboristerie de manière générale. Mais en fait, c'est cette notion de qu'est-ce qu'on a envie d'incarner, qui respecte nos valeurs et qui respecte surtout l'individu. Et dans l'individu, on va parler de tous les mondes. L'individu humain, bien évidemment, mais tout ce qui va être lié au règne animal, au règne végétal, au règne minéral, aux éléments de manière plus générale. Et, et à ces entrelacements qu'on crée de nous à nous, mais aussi de nous à tout ce qui nous entoure. Mmh, mmh, mmh. Je suis concentrée parce que je prends des notes sur ce que tu me dis et c'est hyper riche. Et je te fais oui de la tête depuis tout à l'heure, parce que je valide complètement, ce que tu nous expliques. Et c'est très concret à nouveau, hein, les exemples que tu nous as donnés, la création d'un hôtel, des objets qu'on va disposer chez nous, peu importe ce qu'on va disposer en fait. Ça peut être, aussi bien des pierres, des plantes comme tu as dit, ça peut être, des bijoux qu'on aura fait soi-même, des fleurs séchées, des instruments de musique, enfin tout ce qui peut nous accompagner, des bougies, tout ce qui nous anime nous. Et ce qui va nous animer nous en tant que personne ne sera pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre.
Et donc du coup, c'est aussi ça, cette notion de s'écouter, d'apprendre à se connaître, de savoir ce qui est bon pour soi et pas forcément cette notion de mimétisme qu'on peut justement reprendre des réseaux sociaux en se disant ah bah un tel a lu tel livre, bon bah je vais le lire et c'est bon, comme tu dis, je serai formée ou voilà. Mais Ouais. je pense que c'est un chemin aussi de toute une vie, le fait d'apprendre de ces notions spirituelles, de druide, druidesse, et puis même toutes les autres, les cycles lunaires. Enfin voilà, c'est des choses qui, comme tu dis, ont des notions scientifiques, donc on peut apprendre, théorique, etc. Et puis après, il y a la mise en matière, la mise en pratique, et c'est ce qu'on va en faire qui va donner ce qu'on a envie d'apporter à soi et au monde. Et je vais très lourdement insister aussi sur le fait que, pour revenir un petit peu à la matière, il n'est absolument pas nécessaire d'investir des montants astronomiques Complètement. pour Mm. se sentir en sécurité avec ce qui nous entoure. Un hôtel peut se résumer à, une branche qu'on aura trouvée, le long d'un sentier, à une pierre qu'on aura simplement trouvée jolie, à un bol d'eau de pluie qu'on aura récupéré dans son jardin, il n'est pas question de budgétisation dans le spiritisme et dans le spirituel. Il est question de ressenti. Mm, mm. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi, enfin voilà, on parlait des réseaux sociaux, cette métaphore un petit peu à ce qui est, voilà, ce monde relié au vivant. Mais il y a aussi toutes ces boutiques qui naissent de plein d'objets ésotériques, etc., qui sont pour certaines très bien, et d'autres, ben, on peut douter de la provenance. Et puis les tarifs aussi exorbitants, on se dit, bah, en fait, pour pratiquer un rituel, il faudrait que je mette 200 € pour acheter des pierres, des choses comme ça. Alors oui, il y a des pierres précieuses qui coûtent très cher, etc. Mais il y a aussi bah, le fait de peut-être juste se dire, bah, je vais faire un rituel en sortant me promener en pleine nature et en respirant l'air pur, et je vais méditer en pleine conscience et en activité, et voilà, et ce sera un rituel très simple et qui ne coûtera rien à part s'habiller, mettre ses chaussures et sortir. Et encore, on n'est même pas obligé de mettre des chaussures si on veut Alors, pratiquer pieds ni nus. ni de mettre des chaussures, ni de s'habiller d'ailleurs. Oui, c'est ça. À part si on a des gens autour de nous et qu'on n'est pas C'est naturiste, autre mais chose. voilà. Mais en tout cas, on peut faire des choses très simplement, et pourtant beaucoup plus, peut-être même beaucoup plus puissantes selon comment on vit la chose. Mais bon, après, c'est sûr que l'environnement fait beaucoup. Nous, on a la chance d'habiter dans le Loiret et d'être entouré de végétation, peut-être, enfin, moi, de champs, par exemple, donc c'est quand même plus facile de sortir. Quand on habite en pleine ville, à Paris, et des choses comme ça, dans un petit appartement, peut-être que c'est plus difficile de construire un endroit spécifique dans son appartement. Donc, il faut trouver peut-être un coin qui nous inspire, ou peut-être que c'est un lieu, un endroit différent à l'extérieur. Enfin, c'est pas les mêmes énergies en tout cas qui sont transmises, mais par contre il faut essayer de réussir à se couper justement de ces énergies-là et de se mettre dans ce cocon je te vois faire oui, et au début tu étais sceptique. Alors, en Bon. fait, c'était pas du scepticisme que tu voyais, c'était que je trouve presque plus intéressant, pour les personnes qui sont en ville justement et qui n'ont pas cette capacité à pouvoir s'ancrer, sur quelque chose de très naturel et Mmh, très sain et tel que nous, voilà, avec, la forêt des Carnutes à côté, avec les champs autour de nous. J'ai la chance d'avoir la Loire à moins d'1 kilomètre de chez moi. Enfin, ça, c'est du luxe pour nous. mmh, Mais pour les personnes en ville, justement, je trouve que, et c'est là tout le paradoxe, c'est elles probablement qui vont mettre le plus d'énergie à développer quelque chose qui est compliqué à mettre en place dans la matière. Et c'est en ça que se joue le néméton druidique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va mettre effectivement en termes d'énergie ou de matériel sur un, je sais pas, sur une bibliothèque en particulier qu'on va alimenter avec tel ou tel livre ou utiliser telle ou telle pierre. On parlait de pierre, voilà. On n'est pas obligé d'avoir 15 milliards de pierres, hein. Et puis il va y avoir aussi cette idée que ben, un hôtel, ça peut se résumer à une boîte qui parfois peut être grande comme une boîte d'allumettes, dans laquelle on va glisser des choses qui ont du sens pour nous. Et ça ne prendra pas spécialement de place dans notre tout petit appartement parisien.
mais ça prendra une place infinie à l'intérieur de nous Mmh mh. et il Et d'où suffira cette parfois juste de connexion. l'avoir dans les mains. C'est C'est ça, ça. d'où cette connexion à son intérieur et pas seulement à ces objets, physiques, ou à ce qu'on croit être, spirituel, grand et cetera. Ce qui est grand, c'est aussi à l'intérieur de nous. Exactement. Mmh mh. Et beh, justement, j'avais, pour autre question d'aborder cet aspect, de tes livres. Comment est-ce que c'est venu, ces créations? Comment est-ce que tu as rédigé ton premier livre? Comment tu as eu l'idée et l'envie de, tu parlais de papier, de coucher ça avec des mots tout à l'heure. Je pense que ça a un réel sens là pour le coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce processus? Le processus d'écriture est excessivement compliqué. C'est pas pour décourager du tout, c'est que véritablement on est obligé à un moment donné de, poser les masques qu'on peut avoir au quotidien dans notre travail, dans notre famille, dans notre environnement direct ou indirect. Là, on est de soi à soi et se faire face n'est pas toujours très agréable, et ne met pas toujours, bien en confiance non plus. Ce premier livre, je l'ai créé initialement, heu, parce que je rédigeais énormément de méditations pour, mes cercles de parole et j'ai eu un certain nombre, de personnes qui m'ont demandé: «Mais comment on pourrait faire pour les retrouver finalement?» parce qu'on aimerait bien les prolonger nous dans notre quotidien. On se rend compte sur une soirée que ça nous fait du bien. Peut-être tu pourrais les enregistrer, peut-être tu pourrais les écrire et au début effectivement je les enregistrais en vocal et puis je les envoyais et est arrivé un moment où je me suis dit: «Mais si tu devais toi trouver un livre sur la méditation qui te plaise véritablement et Dieu sait qu'il en existe, des multitudes de livres sur la méditation, qu'est-ce que tu aimerais trouver dedans?» Et aujourd'hui, force est de constater que je suis frustrée quand j'ouvre un livre de méditation parce que, il y a une induction, une entrée, un corps et une sortie et c'est comme ça. Et moi, j'avais besoin de me dire: «Mais peut-être quand je vais ouvrir ce livre, c'est pas cette entrée-là qu'il me faut. Le corps, oui, mais l'induction ne me conviendra pas. Ou peut-être la sortie ne va pas utiliser les mots dont j'ai véritablement besoin à un instant T». D'où le fait d'avoir créé ce premier livre, dans une idée de, alors c'est très schématique ce que je vais dire, de menu, avec 5 inductions, 5 sorties et 20 corps de textes différents qui s'adaptent, pour la plupart aussi bien aux enfants qu'aux ados qu'aux adultes, et qui forcément ramènent à des éléments excessivement, naturels, celtes, druidiques pour certains, parce que c'est mon univers et que j'ai voulu aussi retransmettre quelque chose, laisser une empreinte quelque part de ce que j'avais pu moi trouver sur mon je vais y arriver, sur mon cheminement. Là, ça me perturbe, sur mon propre cheminement initiatique. Ce premier livre, je l'ai fait en auto-édition parce que, c'était pour moi, au début, une simple expérience. Est-ce que je serais capable de transmettre avec les mots justes, avec les intentions justes? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui pourrait être utile aux autres? Est-ce que, ça, pouvait être un outil plus que simplement un objet de consommation supplémentaire à rajouter dans une bibliothèque? Et il s'est avéré que, oui, il a servi et il sert encore, autant à moi qu'aux personnes qui l'utilisent parce que j'ai tous les mois des retours sur ce livre et c'est excessivement enrichissant et j'ai par exemple des retours de thérapeutes qui l'utilisent en reprenant mes textes pour faire, des cercles de parole et clore leur cercle de parole avec certaines de mes méditations. Donc je trouve ça très enrichissant parce que on est toujours dans cette logique de transmission que je m'obstine à avoir. Moi, ça me convient très bien tant que ça reste de l'ordre de la transmission et pas de l'interprétation. C'était un peu ma crainte aussi en écrivant que mes mots, m'échappent à un instant T, parce qu'ils sont puissants, les mots. Le deuxième livre par contre, était vraiment dans une dynamique de transmission beaucoup plus celte, autour des énergies de la roue de l'année.
J'ai eu la chance, d'être contactée, par Catherine Maillard, pour ne pas la citer, qui travaille avec, les éditions Trait Daniel, entre autres, et donc par extension le Courrier du livre, et qui a trouvé, le début du manuscrit que je lui ai fourni, plutôt riche de sens. Donc on s'est lancé dans l'aventure et c'était une grande première pour moi que de travailler au contact de l'édition, pour le coup, parce que ça représente, un travail colossal en amont, parce qu'il y a quand même des deadlines que je ne m'étais pas imposées pour mon premier livre. Il y a un travail, co-énergétique, je dirais, avec Catherine forcément, puisque c'est elle qui servait d'intermédiaire avec la maison d'édition, mais aussi et surtout avec, la merveilleuse âme qui a illustré ce livre, qui est Orlane, mieux connue sur les réseaux, sous le nom de La Cabane de Pan, et qui a fait preuve d'une compréhension totale et absolue, sans mot dire justement, sur ce que j'essayais de transmettre à cet instant-là. Tout ça pour dire que pourquoi j'écris? Parce que j'ai plein de choses à raconter, que j'ai plein de choses à livrer et que j'adore l'idée de pouvoir transmettre ma vision, du druidisme et du celtisme, hem, comme Maëva l'a fait très justement, parce qu'il n'existe pas un druidisme ou un celtisme, il en existe autant que d'individus qui le pratiquent. Mmh. C'est hyper puissant, de l'expliquer comme ça et d'expliquer en fait ce cheminement entre le premier et le second livre et le second livre qui montre aussi la puissance de la co-création, heu et le fait que, via l'illustration, donc Orlane, t'a accompagnée, elle a réussi à traduire tes mots et tes pensées, enfin et tout ce que tu avais envie de transmettre et donc du coup, d'où, l'importance encore, de ces mots-là, ces mots justes pour pouvoir les expliquer et pour qu'ils soient bien compris et appréhendés. Bon, on a hâte de le voir. Du coup, il sort en fin d'année. Est-ce que tu as une date, spécifique, à nous donner? Il sort le 3 novembre et vous pouvez d'ores et déjà, demander, aux librairies, indépendantes, ou les petites boutiques de quartier ou même les très grosses structures, je pense, à la Fnac, à Cultura, de faire des pré-réservations, dès maintenant. OK et comment il s'appellera? Rituel de femme pour célébrer la roue de la roue des druidesses, pardon. OK. Bah, je le renoterai du coup et puis ça veut dire que quand ton épisode sortira, il viendra, de sortir donc c'est super. Ça a une belle cohérence encore une fois. On recroise encore des choses, hein. C'est ça et donc tu disais que tu avais d'autres projets de livres, dans la tête. Est-ce que tu peux en parler ou est-ce que c'est encore, on attend que le premier sorte enfin le deuxième sorte déjà et puis après on verra pour la suite? Alors on va laisser le temps au deuxième d'arriver jusqu'à vous. Sachez simplement que voilà, là, il y a 3 très gros projets qui vont arriver aussi par le biais d'une maison d'édition, qui seront, associés aussi à une illustratrice que j'aime d'un amour fou, qui est Dir Mahor, Juliette, si tu nous entends, qui est très, très versée aussi, dans les univers celtes et nordiques, et évidemment que nous allons, parler de celtes, et de nordiques, et que je vais aussi, partager de manière beaucoup plus intime mon rapport au druidisme dans les prochains livres. OK, super. Bon, bah, on a hâte alors de de ces sorties déjà celle de novembre et puis après on accueillera le reste. Donc du coup, ça fait complètement sens et transition avec ma prochaine question vu que tu as commencé à y répondre. Donc les prochains projets sont donc des livres, mais est-ce que tu as d'autres projets à venir à nous partager? Alors, les livres effectivement prennent déjà énormément de place et énormément de temps. Après en autre projet, j'ai très envie de pouvoir proposer pour 2023, et je suis en train de finaliser ça, des accompagnements pluridisciplinaires, sous un angle un peu différent. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai tout, cantonné à des cases, même si je déteste ça,
avec, d'un côté les modules qu'on peut trouver sur mon site internet, de l'autre, les initiations que je propose 2 fois par an, puis les séances individuelles. Là, j'ai véritablement envie de proposer, un accompagnement, hem, pour le coup vraiment pluridisciplinaire avec un travail psy, avec un travail de souffle, de posture, mais aussi, en lien avec la phytothérapie puisque grande nouvelle, j'ajoute une corde à mon arc. Je suis, maître herboriste depuis un certain nombre d'années, mais en France, pour pouvoir pratiquer l'herboristerie, il faut être pharmacien, légalement parlant. Je n'avais pas spécialement envie de repartir faire des études en médecine, donc je vais compléter ça par un diplôme en phytothérapie qui me permettra véritablement d'être légalement autorisée à accompagner les personnes sur un plan beaucoup plus naturel. Donc ça va faire partie, voilà, d'un nouvel accompagnement que je mettrai en place. Et deuxième chose, j'ai toujours le Patreon, en parallèle qui permet alors cette année en tout cas, qui permettait jusqu'à décembre, de travailler tous les mois avec un nouvel arbre, hem et de manière, très large. C'est-à-dire qu'on travaille avec ce que l'arbre peut nous apporter, sur un plan, médical, par sa chimie, par son énergie, mais aussi sur des questionnements plus intimes, sur, des postures, qu'on peut avoir à certains moments, qui ressemblent déjà très fortement à du développement personnel et avec un travail de méditation, et de respiration. Tout ça tous les mois. L'année prochaine, le Patreon va changer quelque peu, c'est-à-dire que, plutôt que de ne proposer qu'une formule dans le Patreon, je vais en proposer 3 avec au choix, un dessin intuitif parce que je reviens à mes premières amours avec l'art, avec une lecture de runes, ça c'est le côté nordique qui parle, ou avec, un, PDF que je transmettrai avec une plante par mois, plante plutôt facile à trouver, dans notre quotidien, soit en allant nous-mêmes la trouver dans la nature, soit en la trouvant, en pharmacie ou, en herboristerie ou en magasin bio. Parce que encore une fois, je tiens à ce que cet aspect thérapeutique reste accessible à moindre coût et de manière simple et efficace, et qui va me permettre du coup de présenter la plante en question sur son aspect, thérapeutique, dans le corps véritablement, dans son utilisation interne ou externe et sur son aspect énergétique. Parce qu'une plante, ce n'est pas que, je l'accueille, je la mange et je vois ce que ça donne. C'est aussi qu'est-ce qu'elle m'apporte, parfois sans jamais que j'ai besoin de la toucher. OK, c'est, à nouveau, je me répète encore et encore, hyper riche. Mais c'est vrai que c'est, important d'avoir, plusieurs, possibilités, j'ai envie de dire, pour pratiquer ça, en fait et de se laisser, le choix de pouvoir, faire, comme on en a envie. Et j'imagine que, ben, cet accompagnement-là te permettra aussi de créer le lien dans les cercles, dans les retraites aussi et de tu pourras l'utiliser, sur différents aspects. Donc c'est génial. Enfin, ça reste, en synchronicité tout ce que tu crées. Est-ce que tu as d'autres projets que tu voulais nous partager, qui sont à venir ou qui ont déjà été créés, mais où il y a des dates? Donc par exemple, je pense aux retraites, aux cercles, à des lieux de partage, des choses comme ça. Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir remettre en place une retraite, durant l'année 2023 et je pense qu'elle tiendra lieu en automne. Mmh. Me reste encore à définir, comment je vais pouvoir l'amener parce que j'aimerais véritablement que cette retraite, cette fois-ci en tout cas, ne soit pas, menée que par moi. J'ai en tête, certaines personnes qui pourraient véritablement m'accompagner sur un travail, hem, plus dans la matière, plus dans le corps. J'ai entre autres en tête, Sophie de Oval Lune, pour celles qui la connaissent, qui est, initiatrice aussi dans sa démarche, par rapport, à ce qu'elle transmet, dans ses programmes,
de hoop ou de cerceau aérien ou de trapèze, et qui propose en plus des séances de yoga. Donc on en revient toujours à cette notion aussi, de ce que le yoga peut apporter et que je trouve, très en lien avec les énergies que j'amène moi avec ma mon héritage quelque part. Hem, voilà, ça fait partie de ces personnes avec qui j'aimerais beaucoup co-créer. Je pense aussi à Ona Crisis, Axel, que nombre, connaissent. Axel qui, pour la petite histoire, est une amie de très longue date. Hem et je pense qu'il y a véritablement quelque chose à mettre en place, voilà, sur, un temps de retraite de quelques jours qui permettent, pas nécessairement qu'aux femmes d'ailleurs, parce que les hommes aussi ont besoin de ces espaces-là, de revenir à elles et eux. Et j'ai de plus en plus de demandes d'hommes. Donc c'est que, il y a de jolies choses qui sont en train de se débloquer aussi de ce côté-là. Ah oui, on n'en a pas, parlé du coup de cette notion, se sentir femme, ou se sentir, enfin juste soi en fait. On l'avait abordé avec Alix et Maëva et dans un précédent épisode et je pense qu'avec toi, on aura l'occasion de rééchanger sur, des sujets un peu plus thématiques. En tout cas, je ne doute pas de l'accueil de cet épisode, mais en tout cas, si l'accueil, est aussi bon, voire encore plus bon que celui que j'imagine, on pourra, faire d'autres choses, en co-création justement, parce que j'aime beaucoup, ce mot. Pour terminer, j'aimerais, bien, à part si tu as d'autres choses que tu as envie de partager, que tu nous partages, un message, quelque chose que tu as envie de faire passer, pour, terminer cet épisode. Peut-être une conclusion, peut-être une dédicace, peut-être une citation, ce que tu souhaites, pour, justement, conclure finalement. Poser les intentions et peut-être ouvrir sur autre chose. Alors j'ai quelque chose de très simple, qui me vient tout de suite, c'est merci d'être. Merci d'être, ça dit beaucoup de choses, hein. Ça dit, merci de faire partie de mon existence, merci d'exister en tant que tel, merci, de m'apporter ton individualité, tes spécificités, tes compétences, tes qualités, mais aussi les axes d'amélioration que je vois au travers de toi. Merci de me servir de miroir, mais aussi merci de me compléter. Hem, merci d'être, ça résume énormément de choses. Je pense que ça résume bien, tout cet épisode finalement, parce qu'on a beaucoup parlé d'être, de soi, de complémentarité, de connexion à soi, à son intérieur, à son extérieur. Donc c'est exactement, finalement les mots de la fin que tu as parfaitement trouvés. Merci beaucoup Marianne pour tes partages. Heu, Merci à toi. Aka, la thérapeute aux pieds nus, qu'on n'oublie pas. Je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode et puis, au plaisir de te rencontrer en vrai et d'échanger à nouveau. À très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.